Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Olivier Samin et Daniel Collignon dans le cadre de recherches sur les avances dans les contrats d'assurance vie. Daniel Collignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Spirica. Oui. Et Olivier Samin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Axatema, la branche spécialisée pour les conseils indépendants. Absolument. Et un admirateur de Daniel, le grand maître de l'assurance. Mais ça, t'as pas le droit de le dire dans une interview comme ça, tu sais. Tout d'abord, messieurs, première question, est-ce que vous aimez les avances? Alors, bien entendu, je parle des enjeux concernant les avances sur vos contrats et au sein de vos compagnies. Donc, est-ce que pour vous, il y a une réelle stratégie commerciale concernant les avances ou c'est finalement un sujet qui vous intéresse peu et qui est simplement une faculté comme parmi d'autres pour les clients titulaires de contrats d'assurance vie? Eh bien, en fait, l'avance, ce n'est pas un phénomène anodin puisqu'elle représente chez nous, en gros, 1% des encours des contrats d'assurance vie. C'est quelque chose qui est utile, qui aujourd'hui est un peu maltraité, en ce sens qu'à mon sens, on pourrait faire beaucoup plus et beaucoup mieux. Vous me faites plaisir. Mais qui, je le savais, mais qui en tout cas a une part entière dans la gestion d'un contrat d'assurance vie, ne serait-ce que pour garantir sa pérennité. Très bien. Et chez AXA, quelle est la politique des avances? La politique des avances n'est pas de les détester, nous les utilisons, c'est une faculté que l'assureur peut se réserver. Et dans certaines situations, c'est une disposition qui permet de répondre à quelques situations patrimoniales intéressantes. Ce que nous n'aimons pas forcément, c'est le côté industriel de l'avance. C'est-à-dire, qu'entendez-vous par là? C'est-à-dire des mises en phase automatiques de ce système, parce que si je pousse le raisonnement à l'extrême, nous considérons que chaque situation est une situation particulière. D'accord. Justement, Fortuneo a défini le caractère exceptionnel des avances. Il ne faut pas qu'il y en ait plus de 4 par an. Quelle est votre politique là-dessus? Parce que 4 par an, c'est quand même déjà beaucoup et ça peut donner une certaine régularité. Il faut garder un caractère exceptionnel. Pour vous, avez-vous défini une règle précise ou finalement c'est au cas par cas? Quel est votre avis chez Spirica? Sur Spirica, on n'a pas de règle précise. On n'a pas le sentiment qu'une avance doit être absolument exceptionnelle. D'un autre côté, 4 avances par an, ça n'a pas de sens. L'avance, ce n'est pas un moyen de paiement comme un autre. L'avance, c'est une capacité à mobiliser son épargne pour faire face à un besoin particulier. Ça n'a pas vocation à faire de la gestion de trésorerie. Très bien, donc ça doit rester quand même exceptionnel. Ça doit rester exceptionnel. Et pour vous aussi, 4 par an, ça paraît quand même important, surtout qu'il faut le rembourser dans un certain délai. Absolument. Par rapport à ces avances, est-ce qu'il y a un enjeu pour l'assureur? C'est-à-dire que par rapport à toutes les nouvelles lois, règles prudentielles, vous qui êtes le spécialiste, est-ce que pour vous, est-ce que c'est une contrainte? Est-ce que vous avez des choses particulières à respecter vis-à-vis de ces nouvelles réglementations? Alors, il y a quelque chose qui est très étonnant sur une avance, c'est que c'est soumis, ça doit être pesé comme un risque dans le cas de solvabilité 2. Et c'est très particulier parce que de fait, l'avance étant garantie par le contrat d'assurance, par définition, il n'y a aucun risque. Donc il y a une bizarrerie de solvabilité 2 autour de cette notion qui en limite l'usage, puisque plus on en accorde, plus on a à constituer de fonds propres. Il n'y a pas de risque, mais en même temps, lorsque ces avances justement ne sont pas correctement surveillées, on peut se retrouver, lorsqu'elles durent, que le client oublie de rembourser, que l'assureur oublie de se faire rembourser, on peut se retrouver en situation de risque où les provisions mathématiques du contrat ne sont plus suffisantes pour couvrir les avances. Dans les systèmes d'information les plus récents, il y a un mécanisme de surveillance automatique qui est ce genre de choses. Vous nous taquinez, mais les assureurs ne sont pas tous forcément dotés sur l'ensemble de leur stock de systèmes informatiques récents. Et historiquement, on a rencontré des situations un peu délicates, comme celle que j'ai exposée. Olivier Samin, expliquez-nous ce que se passe-t-il concrètement si jamais l'assuré ne rembourse pas son avance dans le délai imparti par l'assureur? Alors concrètement, il ne se passe rien sur le contrat et sur l'avance en tant que telle. Elle continue de courir. Il y a juste des alertes qui sont données au client via son conseiller pour justement le solliciter et l'engager à rembourser l'avance qu'il a contractée 4 ans plus tôt. Donc vous ne procédez pas à un rachat partiel automatique? Non, pas d'autorité. D'accord, pas de sanction immédiate. Et pour vous, chez Spirica, y a-t-il une différence? Ça dépend des règlements d'avance. Très clairement, on est rarement amené à exercer des mesures coercitives, puisque en général, même un client qui a dépassé le montant de son épargne en termes d'avance a tendance à le rembourser. Donc,
Dieu merci, la grande majorité des clients sont honnêtes. D'accord. Donc Par contre, il n'est pas interdit d'avoir des opérations de rachat automatique. Et c'est clair que on ne connaissait pas ce genre de choses dans les avances historiques, mais aujourd'hui, de plus en plus, on se donne des garde-fous, justement pour éviter, dans un mouvement de marché qui pourrait être un peu négatif, que l'avance se rapproche trop du capital restant dû, qu'on se retrouve en risque. Donc il peut y avoir des opérations de rachat automatique à certains seuils et en l'absence de réaction d'un client. Vous disiez tout à l'heure, Ève, excusez-moi de vous couper, mais que le règlement des avances évoluait. Maintenant, lorsqu'il est mis en place au moment où le client fait sa demande d'avance, celui-ci ne bouge plus. C'est-à-dire qu'on ne fait pas évoluer le règlement des avances en cours de vie d'une avance Bien entendu, existante. il est à noter donc que l'avance n'est pas automatique et n'est pas accordée automatiquement donc, à l'assuré. Exactement. Néanmoins, une fois qu'il a signé son règlement des avances, qui est toujours à joindre à la demande d'avance, celui-ci est ferme, bien entendu. Absolument. Alors, le principe de l'avance peut être automatique. Que dans nos contrats, on précise qu'on fait des avances. Simplement, effectivement, les conditions d'avance peuvent évoluer en fonction du temps. Et aussi l'octroi, puisque récemment j'ai pu voir le cas d'une avance qui avait été refusée par AXA, peut-être par un caractère récurrent ou une avance non remboursée. Donc ça peut arriver aussi que des clients se voient refuser, une avance, puisque c'est à la discrétion de l'assureur. Absolument. Dans le cadre d'une avance, on a les mêmes surveillances qu'en cas de rachat partiel. C'est-à-dire qu'on doit avoir le motif de l'avance pour des règles TRACFIN. Puisque l'avance et le remboursement d'avance peut être aussi, au même titre qu'un rachat, que le versement d'une prime, peut être l'occasion de détourner les sommes investies de leur juste objectif. Et dans ce cadre-là, effectivement, dans notre nouveau règlement général des avances, on essaie de contraindre les raisons pour lesquelles le client demande une avance. Et on a supprimé, par exemple, la case « Autre ». Votre nouvelle offre chez AXA, puisque l'ancien contrat prévoyait la compatibilité entre l'avance et les versements libres programmés. Ceci permettait à l'épargnant de mettre en place des avances qui auraient pu d'ailleurs être laissées suite au remboursement de l'avance. Dans la nouvelle offre, ce n'est plus possible. Pourquoi ne pas avoir continué ce principe-là ? C'est un peu délicat pour moi de répondre parce qu'on pourrait imaginer qu'il y ait une régression de l'offre au regard de ce que vous venez de dire, Ève. Maintenant, ce que je voudrais exprimer, c'est qu'on ne veut pas organiser un système industriel avec ce principe. Parce qu'on veut éviter tout débordement et toute utilisation qu'on ne pourrait plus contrôler, même si les systèmes informatiques permettent de plus en plus de choses. Après, comme je le disais au préalable, on peut envisager les situations vraiment au cas par cas selon le client que nous avons en face de nous. Donc c'est pour mieux contrôler finalement Absolument. l'assuré. Les avances restent quand même si on sait et on peut en faire, une disposition plutôt discrétionnaire. En tout cas, c'est ce vers quoi on s'oriente. Vous ne voulez pas que ça soit automatique ? Non. Puisque ça pourrait éviter de la décollecte, mais finalement, ce n'est pas forcément un objectif en soi. Donc vous préféreriez ne pas favoriser une avance et continuer le caractère exceptionnel plutôt qu'une avance systématique, plutôt qu'un rachat partiel, par exemple pour l'épargnant qui aurait besoin de liquidité. Alors moi, ce n'est pas tout à fait mon point de vue. Je considère qu'une avance fait partie intégrante de la vie du contrat d'assurance, qu'elle peut être extrêmement utile pour des besoins ponctuels, que l'idée de la rembourser, on va peut-être parler d'avance revolving, je sais que c'est un sujet qui vous tient aussi à cœur, mais que l'idée de la rembourser selon un plan préétabli de remboursement me paraît être une bonne chose. Et l'avance présente l'avantage de maintenir la stabilité du contrat d'assurance et la pérennité du contrat d'assurance. Si on fait trop souvent obstacle aux avances, des moments où l'avance est aussi un deal équilibré pour l'assureur, c'est un point qu'il faudra qu'on réévoque, mais si on faisait trop souvent obstacle aux avances, on se retrouverait avec des rachats partiels ou des rachats totaux qui amèneraient à interrompre le contrat. Je suis d'accord, mais l'idée c'est de ne pas les interdire et vraiment de les utiliser comme un instrument, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais notre position par rapport à la discrétion que j'évoquais, ou l'aspect discrétionnaire, c'est pour, dans la mesure du possible, éviter d'avoir un système automatique de crédit revolving à disposition. Je n'ai pas utilisé le mot avance volontairement. Donc justement, dans cet univers de taux bas, les avances sont encore plutôt ont un coût pour l'épargnant qui est assez important. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui est bon, puisque
par rapport au taux consenti et au taux actuel du marché, ça peut être quelque chose de... une source de revenus concrètement pour l'assureur? Aujourd'hui, je pense que, et ça fait partie de la recommandation FFA sur le sujet, enfin ça la sous-tend, ce qui est important, c'est que l'avance soit neutre. L'avance doit être neutre parce qu'on ne doit pas se retrouver dans une situation, par exemple, où des clients auraient intérêt à prendre systématiquement une avance pour le réinvestir sur un autre fonds, ce que l'on trouve quand même parfois, ce qu'on trouve aussi avec des crédits, mais en tout cas, il ne faut pas qu'on ait ce genre de problème, donc pas d'avance trop bon marché, d'autant que si l'avance est trop bon marché, en fait, elle va peser sur la rentabilité des autres épargnants, ce qui ne serait pas juste, puisque par définition, cette avance, elle est investie, enfin, c'est un des éléments des investissements des fonds euros. Alors d'un autre côté, faire d'une avance une source de bénéfices importante, ça n'a pas beaucoup de sens non plus, parce que sinon on n'en fait plus. Très bien. Et justement, d'un contrat à un autre, même parfois au sein d'une même compagnie, le taux des avances peut varier de manière très importante. Chez certaines compagnies, on peut voir des taux allant de 2,70 jusqu'à plus de 4%. Comment vous pouvez expliquer cette différence et n'avez-vous pas intérêt, assureur, d'avoir le taux quand même le plus faible possible d'avance, dans la limite de la réglementation, bien entendu? C'est quelque chose que nous ne pratiquons pas, mais qui peut se trouver, on peut avoir quelques différences, parce que normalement, le taux de l'avance est fixé par rapport au rendement brut du fonds euro sous-jacent. Donc, dès le moment où on a des rendements bruts qui sont identiques d'un contrat à l'autre, normalement, le taux de l'avance est le même. Il peut y avoir des taux différents, puisqu'au sein d'une même compagnie, il peut y avoir aussi plusieurs fonds en euros. Il peut y avoir plusieurs fonds en euros, et ce qui peut se passer aussi, c'est que l'attribution de la participation bénéfice ne soit pas identique d'un contrat à l'autre en fonction du même rendement brut du fonds euro, ce qui est parfaitement autorisé et pratiqué par un certain nombre d'assureurs. Et auquel cas, comme le taux de l'avance est quand même lui-même fixé par rapport au taux de rendement net, à ce moment-là, on peut avoir des différences qui sont liées à la politique sous-jacente d'attribution de la participation au bénéfice. Olivier Samin, est-ce que pour vous, chez AXA, on peut accorder des avances à des enfants mineurs? Réglementairement, rien n'interdit. On peut mettre en place une avance. Dans ce cas-là, ça reste au cas par cas. C'est un point très important. Ça, on l'a bien compris, c'était à chaque fois au cas par cas. Et dans ce cas-là, ce sont les représentants légaux de l'enfant mineur qui signeront l'opération. Bien sûr, parce que rappelons que c'est un acte de disposition qui nécessite donc la signature des deux parents. Absolument. Et si on voit l'avance comme un prêt, ça nécessite même l'accord du juge des tutelles. Mais donc ça voudrait dire que vous ne considérez pas chez AXA, ou même peut-être aussi chez Spirica, vous ne considérez pas donc l'avance comme un prêt? Non. Voilà. Très clairement, l'avance n'est pas un prêt. L'avance est définie exclusivement par le Code des assurances. Et même si d'aucuns auraient envie que ça ressemble à un prêt, ne serait-ce que par exemple pour la déductibilité des intérêts, de fait, non, ça n'a rien à voir. Donc ça ne relève pas de la même réglementation. Olivier Samin, y a-t-il eu à votre connaissance déjà des cas de requalification concernant les avances, en dehors du cas d'une avance qui avait été accordée pendant le délai de renonciation de... À ma connaissance, non, j'ai pas eu... Daniel Couillon? Je ne l'ai jamais vu non plus. Non. D'accord, très bien. Enfin, Daniel Coulignon, je voulais savoir si vous aviez des idées pour faire avancer un petit peu justement les avances. Quelles peuvent être des mesures qui pourraient être prises par l'assureur, soit pour le favoriser, soit pour le développer, soit pour le démocratiser? Est-ce que vous avez des idées? Vous aviez parlé tout à l'heure des avances, notamment revolving. Quelles pourraient être les pistes de réflexion à ce sujet? Par rapport à la notion d'avance, il y a deux principes qui me semblent importants. Le premier principe, c'est que la notion d'emprunt, de remboursement d'un emprunt et la notion d'épargne et donc de constitution d'un capital sont des notions qui sont identiques. Dans un cas comme dans l'autre, on constitue un capital, alors que ce soit sous forme d'un achat immobilier, de la constitution d'un capital dans un contrat d'assurance vie, et de fait, les deux opérations pourraient être liées. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer, je sais que ça va vous faire plaisir, d'avoir par exemple un versement régulier qui est fonction de la capacité d'épargne. Alors ça peut être 100 euros, ça peut être 1000 euros, ça dépend de la capacité d'épargne des personnes concernées, et que ce versement serve parfois à rembourser un crédit, parfois à constituer une épargne, et ça tout au long de la vie. Quelque chose, et donc dans ce cadre-là, on retombe effectivement sur des notions sinon d'avance revolving, en tout cas d'avance dont les modalités de remboursement étaient prévues à l'origine. Puis un deuxième point, c'est que l'assurance vie, c'est une opération de long terme ou de très long terme, qu'on peut avoir des dépenses, que ce soit des dépenses forcées ou des dépenses coup de cœur,
importante à très court terme et qu'il serait dommage qu'une dépense importante vienne à mettre un coup d'arrêt à une opération d'épargne. Et le fait que cette dépense importante, alors que ce soit par exemple une dépense de santé ou même l'acquisition d'une œuvre d'art, donc des choses très très différentes, mais que cette dépense puisse être couverte par une avance qui, moyennant un paiement périodique, soit remboursé rapidement et permette la poursuite de l'opération d'épargne, me semble quelque chose d'intéressant aussi. Donc autour de ça, on peut greffer pas mal de choses. Surtout si on utilise des moyens de paiement électroniques qui permettent d'accélérer les choses. Donc ce sera disponible dans les 6 prochains mois chez Spiritia. Voilà une belle info. Bon. Vu le nombre de projets qu'on a en cours, dans les 6 prochaines années peut-être. Très bien. En tout cas, c'est une bonne piste de réflexion pour tous les assureurs. Merci messieurs pour ces réponses et de nous avoir accordé de votre temps si précieux. C'était avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Pour conclure, j'aimerais rendre un hommage à un homme qui nous manque déjà. Un homme dont le professionnalisme n'avait d'égal que son humour. Je parle bien entendu de Jean-Pierre Corbel. Dès notre inscription au prix OREP, nous envisagions le format de l'interview pour faire un clin d'œil à M. Corbel. Nous ignorions alors à l'époque que l'humour laisserait place à la tristesse. Alors, salut Président.